Rebonjour ou bonjour, c'est la suite de la REFNUM 2020. Vous suivez cet événement en direct dans des conditions un peu exceptionnelles, entièrement digitales, comme on dit, entièrement en vidéo. Nous allons maintenant consacrer le temps qui arrive à notre première table ronde avec nos intervenants que je vais vous présenter dans un instant. Une table ronde qui s'intitule « Regarder YouTube dans l'ascenseur et trier ses déchets ». Autrement dit, peut-on concilier évolution technologique et respect de l'environnement ? Alors, ce sont des injonctions a priori contradictoires. Peut-on protéger, respecter l'environnement et en même temps lutter contre le réchauffement climatique, donc sans vivre pour autant comme des Amish? On va en parler avec nos invités que je vous présente tout de suite. Serge Auru, environnementaliste, membre actif de l'Académie du climat, auquel on doit notamment l'interdiction des sacs plastiques en France, le Grenelle de l'environnement, etc. Amélie Oudéa Castera, directrice exécutive e-commerce, data et transformation digitale au sein du groupe Carrefour. Éric Piolle, le maire de Grenoble, membre d'Europe Écologie Les Verts. Et Alain Veil, président, directeur général d'Altis Europe. Altis Europe qui est donc à la fois un média et un groupe télécom avec SFR, BFM TV, RMC, BFM Business, 01net. Nos invités sont-ils en ligne? Bonjour messieurs, dames. Oui, bonjour à Bonjour à tous. tous. Presque tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Eh bien voilà, vous êtes tous là. Bonjour à tous. Alors écoutez, on est ravis merci de vous être connectés, merci de participer à cette table ronde pour la REFNUM 2020. J'en profite avant d'aller plus loin pour vous rappeler le hashtag sur les réseaux sociaux si vous voulez intervenir. La REFNUM 20. Voilà, vous pouvez poster vos messages et puis également vos questions sur la plateforme laref.org. Donc, messieurs, madame, le titre de cette table ronde, regarder YouTube dans l'ascenseur et trier ses déchets. Je vais m'adresser à vous tout d'abord, Éric Piolle, maire de Grenoble, parce que ce titre, c'est un petit peu à vous qu'on le doit en quelque sorte, puisque c'est une référence à une formule que vous avez eue et qui est devenue quasiment célèbre, où il était question d'ascenseur et puis d'autres sujets. En gros, Éric Piolle, on va commencer par vous. Donc la révolution numérique fait-elle réellement exploser les compteurs électriques, Aujourd'hui, cette question est devenue politique, on le voit de plus en plus. Que sait-on véritablement de l'impact du numérique sur l'environnement ? Effectivement, on voit que le sujet du numérique est un... Alors, on ne vous entend pas très bien, Éric Piolle. On va essayer de régler le petit problème de son. Peut-être, Monsieur Piolle, si vous est possible de vous approcher de votre micro. Je suis pas loin de mon ordinateur, mais là vous m'entendez. Je pense qu'on vous entend. Ouais, on vous entend mieux. Je peux essayer de mettre un écouteur. Ah, ce serait formidable. Ce serait formidable si vous aviez un écouteur et un micro. Et c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, en visio, le plus important, ce n'est pas forcément l'image, mais c'est véritablement le son. Et c'est une expérience qu'on a. On s'aperçoit aussi que l'écouteur ont changé de format et que maintenant on peut utiliser les écouteurs d'iPhone sur un ordinateur. Ça fait partie de l'obsolescence. Vous m'entendez mieux? Alors, est-ce qu'on entend mieux, Monsieur Piolle? Pouvez-vous nous dire quelques mots? Oui, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, je pense que c'est bien. Oui, c'est pas mal, Très bien. C'est pas mal. Alors, je vous pose la question, Éric Piolle. Que sait-on réellement de l'impact du numérique sur l'environnement aujourd'hui? Que sait-on? Alors moi, je ne suis pas expert, commentateur, je suis acteur politique. Ce que nous voyons, ce que nous disent ces experts, c'est que le numérique pèse aujourd'hui environ 4% de nos gaz à effet de serre et qu'à horizon 2025, on prévoit que ce soit 8%. Donc ça, c'est sur l'évolution tendancielle. Ça veut dire que c'est un sujet qui est en train de monter très fortement. Et dont il faut qu'on se préoccupe. En parallèle de cela, le numérique, dans les dernières décennies, a également amené énormément de choses. Des choses qui, de façon générale, nous permettent de produire plus vite, nous permettent de produire mieux, avec plus de précision. On atteint des choses que jamais on ne ferait avec nos doigts humains ou même avec des machines standards. Mais même dans cette dimension-là, nous avons, c'est
vraiment de la technologie. Donc, ça veut dire au service de quelle inspiration on met cette technologie. Ça peut être ou bien d'économiser de la pénibilité humaine, d'économiser des ressources, des matières premières, d'être plus précis, d'économiser de l'énergie, ou bien ça peut nourrir aussi une espèce de frénésie de consommation. Et nous sommes dans une société d'accumulation. On le voit évidemment particulièrement avec les iPhones et bientôt nos objets connectés. Éric Piolle, vous faites partie des maires signataires de cette demande de moratoire pour la 5G. Donc vous avez demandé à ce qu'on marque le pas, à ce qu'on attende un peu pour le déploiement de la 5G. Est-ce que finalement, en tant qu'élu, c'est pas aussi un problème pour vous, puisque j'imagine que vous avez certains de vos concitoyens, notamment des entreprises, qui au contraire doivent l'attendre avec impatience, cette 5G? Alors, les entreprises, elles sont plutôt demandeuses de la fibre. C'est que quand vous êtes même sur un territoire, comme nous sommes le 10e ou 11e bassin urbain de France, donc un des bassins les plus importants, et en plus un bassin industriel historique. Moi, vous savez, je suis ingénieur, j'ai travaillé 18 ans dans l'industrie. Si je suis à Grenoble, c'est parce que nous sommes un bassin industriel. En pratique, nous avons encore dans certaines zones d'activité à Grenoble, et très vite, dès qu'on s'éloigne de 5-10 km, nous avons encore des zones dans lesquelles il est très difficile de travailler. Quand vous avez besoin d'échanger des plans, quand vous avez besoin de transférer des fichiers, il y a le maire d'une commune juste à côté, Sarcenat, qui est à 5 km, même pas de Grenoble. Sa commune est en zone blanche. Alors, elle n'est pas classée zone blanche parce que si vous mettez à un endroit de la commune le bras en l'air avec votre téléphone, ça passe. Mais en réalité, c'est impossible pour quelqu'un de travailler depuis là-bas. Donc, cet enjeu du numérique et de la 5G, qui a été porté par la Convention citoyenne climat et qui avait été accepté d'ailleurs par le président de la République. Ça fait partie des 146 propositions qu'il avait acceptées et finalement il est revenu dessus. Ça pose pour moi 4 dimensions. Cette dimension dont on parlait tout à l'heure de consommation énergétique, quelle est notre trajectoire dans la transition énergétique pour arriver à la neutralité carbone en 2050, et donc comment on intègre ça dans des plans réels. Une dimension santé, alors qui n'est pas forcément pour moi l'enjeu, même si on attend le rapport de l'ANSES, c'est pas tellement la question des ondes, mais à coup sûr la question de notre santé mentale. Vous savez, vous connaissez les études qui montrent le nombre d'heures par jour que passent nos enfants devant les écrans et la façon dont ça transforme le cerveau, les neurones, les circuits. Donc ça, pour moi, c'est un enjeu, évidemment, comment on transforme notre humanité à travers les écrans. Et puis, évidemment, 2 enjeux, celui dont je vous parlais tout à l'heure, celui de la fracture numérique. C'est une fracture territoriale pour le monde économique, mais également pour tout un chacun. Dire que la 5G, ça va aider la télémédecine, c'est pas vrai dans un village à 15 bornes de Grenoble qui est en zone blanche et où en fait aujourd'hui on n'a ni fibre ni réseau. Et puis un dernier volet qui est évidemment important, qui est autour du débat démocratique, c'est que finalement nos évolutions technologiques et nos évolutions sociétales, au service de quelle inspiration elles sont. Est-ce qu'on se laisse juste entraîner parce que c'est comme ça, ou bien est-ce qu'on se dit, voilà, que voulons-nous faire ensemble, c'est quoi être humain ensemble, et finalement quel est notre échange démocratique autour de ce qu'on veut faire ensemble, plutôt que d'être dans une grande machine à laver où on dit que finalement personne ne peut rien faire et que c'est la course du progrès, non pas du progrès humain. Le progrès humain, c'est comment améliorer nos conditions de vie, mais de l'évolution technologique. Alors, je vais m'adresser à Alain Veil. Alain Veil, PDG du groupe Altis, qui est avec nous. Vous êtes là, Alain Veil. Je suis là. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous répondez à Monsieur Piolle sur un peu toutes ces questions, à la fois la question de la 5G, il y a aussi les questions des zones blanches. Vous êtes opérateur, vous êtes également groupe média, et tout ça est-ce qu'on est à la poursuite d'une course effrénée à la technologie pour la technologie, où on est dans une nécessité absolue aujourd'hui de déployer cette technologie au maximum, et comment du coup est-ce qu'on fait le grand écart avec la contrainte environnementale? Écoutez, l'approche que j'ai est un peu différente, dans le sens où moi je pense que cette révolution technologique, elle est très favorable à la transformation climatique. Parce que on le voit bien d'ailleurs avec la réunion de ce matin.
On est plusieurs dizaines, plusieurs centaines, je ne sais pas, aujourd'hui à participer à cette conférence. Finalement, peu d'entre nous se sont déplacés. Alors bien sûr que cette conférence, elle va avoir un impact carbone négatif, mais beaucoup moins négatif que si chacun avait pris sa voiture, le train, voire l'avion pour venir à Paris à cette réunion. Le numérique, ça permet aussi la mobilité partagée. Hein, sans le numérique aujourd'hui, il n'y aurait pas les trottinettes, les vélos, les voitures partagées. Le partage de la voiture, c'est quand même le bon sens. Il n'y a pas un investissement qui soit moins productif que la voiture. L'usage de la voiture individuelle, c'est un usage qui est extrêmement limité. Partager la voiture, c'est le bon sens. Et puis, bien sûr que l'impact du numérique sur la planète progresse en apparence négativement, comme le rappelait le maire de Grenoble, mais en même temps, il permet d'autre part beaucoup d'économies d'énergie. Je le disais avec le fait que les transports vont diminuer, le fait qu'on va pouvoir partager nos véhicules. Donc je pense que le bilan est largement positif et je pense que contrairement à la voiture peut-être dans le passé, qui effectivement en se développant contribue à la pollution des territoires, l'environnement, le numérique a une contribution qui est beaucoup plus faible, même si le numérique a un impact direct négatif, il permet par ailleurs des économies qui sont, à mon avis, bien plus importantes que l'impact sur la planète du numérique. Donc je pense que c'est une bonne chose. Quant à la 5G, c'est qu'une étape. Hein, ce n'est pas une frontière qu'on franchit. Après la 5G, on sait qu'il y a la 6G qui arrive, la sixième génération, qui est déjà dans les laboratoires. Les usages progressent sans cesse. Si on ne passe pas à la 5G, les réseaux 4G vont être débordés, vont être dépassés. Donc il faut y aller. Bien sûr qu'il faut surveiller les enjeux sanitaires. Et il y a des agences indépendantes qui le font. Donc nous, on est dépendants de ces agences et on se pliera aux recommandations des agences. Mais encore une fois, je pense que le bilan du numérique, il est très largement positif. Demain, il y aura moins de voitures dans nos villes, il y aura plus de vélos partagés. Et je pense que cette vision de la transformation de la ville, je pense qu'on peut la partager avec le maire de Grenoble. Et je pense que c'est possible grâce au numérique. Moi, j'habite à Paris, je vois comment la ville s'est transformée. Je le dis souvent à mes amis qui sont assez remontés contre la maire de Paris. Je leur dis, mais est-ce que Madame Hidalgo n'a pas plus changé Paris finalement que ses deux prédécesseurs? Est-ce qu'on ne voit pas plus le changement aujourd'hui qu'on ne le voyait dans le passé? Et ces changements, ils sont possibles aussi parce que la maire de Paris, elle a pu s'appuyer sur tous les nouveaux outils de partage de véhicules mobiles et qui peuvent exister grâce au numérique. Mmh. Éric Piolle, vous voulez dire un mot, juste répondre avant qu'on passe la parole à nos autres intervenants? Peut-être quelques réactions, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est évidemment, on peut prendre l'exemple de cette réunion. Hein, et moi, j'ai fait ma carrière, on traversait l'Europe en avion pour des réunions de 2 heures. Donc, évidemment, la technologie peut amener des choses. Mais elle va aussi amener, si demain je peux être copain sur Facebook avec mon frigo ou pour reprendre la phrase que vous avez reprise pour lancer ce temps ce matin, si j'ai choisi cela, c'est que effectivement, il y a aujourd'hui plus d'un quart des flux numériques de la planète qui sont sur le porno. Alors, excusez-moi, Éric Piolle, si vous pouvez parler bien près de votre micro, s'il vous plaît. Pardon. Parce que le numérique, c'est bien, mais quand ça marche bien. Ok. Je vais le prendre comme ça. Je dis juste que la phrase que vous avez réutilisée pour cette conférence aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même plus d'un quart des échanges d'informations qui sont aujourd'hui pour le porno. Donc ça pose effectivement quand même une petite question autour de ce que nous voulons vivre ensemble. On ne peut pas juste dire que c'est un progrès comme ça. Par contre, nous aurons besoin de la technologie pour résoudre l'enjeu du climat. Nous aurons besoin de la technologie pour arriver à l'efficacité énergétique et la production d'énergie renouvelable. Nous aurons besoin de technologie effectivement pour les voitures partagées. Mais ce que j'entends là, c'est les voitures partagées, c'est assez différent. On propose d'habitude qui est les voitures autonomes. Hein. Il y a 2 modèles différents. Effectivement, il faut partager la voiture et reprendre notre mobilité en termes de besoins. Et quand on reprend notre mobilité en termes de besoins, on va voir qu'on peut satisfaire ce besoin en priorité avec la marche à pied, en deuxième avec les vélos, en troisième avec les transports en commun.
le réseau ferré et les réseaux de proximité, et en quatrième, effectivement, avec des voitures partagées. Mais la voiture individuelle, qu'elle soit électrique, autonome ou quoi, finalement, rentre assez peu dans la photo de notre trajectoire future. Donc voilà quelques réactions par rapport à ça. Nous avons besoin de technologie, mais comme je le disais, la technologie, elle est toujours au service d'une inspiration. Et donc ce qui est intéressant, c'est de débattre de façon démocratique de cette inspiration pour que chacun finalement puisse s'aligner sur ce cap de façon assez naturelle dans son travail au quotidien. Très bien, merci beaucoup Éric Piolle. Je vais donner la parole à Amélie Oudéa Castéra. Vous êtes avec nous, vous êtes directrice exécutive e-commerce, data et transformation digitale au sein du groupe Carrefour, je le rappelle. Alors Amélie Oudéa Castéra, pardon, excusez-moi. L'e-commerce, c'est une part non négligeable de la transformation numérique et est-ce que ça fait également exploser les compteurs? L'e-commerce. Bonjour à tous. Une transformation dans laquelle Carrefour est très engagé. Absolument, très engagé sur le e-commerce. Moi, j'ai évidemment envie de partager un message d'optimisme quand même sur ce facteur digital. Hein. Je rappelle les économies de papier, les économies de trajet dont on a parlé, le fait que ça relie les intelligences, que ça fait circuler l'information, donc ça accélère les prises de conscience. Je pense que cette toile de fond, elle est quand même extraordinairement positive. Maintenant, soyons lucides, le e-commerce, bien entendu, a une empreinte carbone, une empreinte forte sur l'environnement. Et j'ai envie de dire, le défi de notre génération, c'est d'inventer un e-commerce responsable. Et ce qui est une aspiration profondément motivante pour les équipes que j'anime. Bien entendu, le e-commerce a un impact négatif sur l'environnement à travers différents facteurs. D'abord parce que le e-commerce, c'est des bâtiments. Et on le sait aujourd'hui, les bâtiments, le bâti au sens large, c'est 45% de la consommation d'énergie en France. Le e-commerce, on l'a tous en tête, c'est aussi des colis. Aujourd'hui, 1 milliard de colis dans le monde à raison du e-commerce. Et puis le e-commerce, c'est aussi du transport. 98% des flux de e-commerce se font aujourd'hui par la route, dont 97% par du diesel. Et puis c'est enfin une infrastructure numérique, on l'a dit tout à l'heure, hein, qui selon les études produit aujourd'hui 4 à 7% des émissions de gaz à effet de serre. Donc oui, il y a une facture carbone, il y a une facture environnementale, mais ce qui est extrêmement positif, c'est qu'il y a beaucoup de solutions pour rendre ce e-commerce plus responsable, pour en réduire la facture environnementale. Et d'ailleurs, c'est ce qu'attendent de nous les consommateurs, les cyberacheteurs. Je relisais une étude très récente de la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, qui nous rappelle qu'aujourd'hui, 70% des cyberacheteurs privilégient les sites qui mettent en avant une démarche responsable. 71% des personnes regroupent leurs commandes afin de limiter les livraisons. 77% d'entre eux trient les emballages issus des commandes. Nous avons la capacité, sur les 4 facteurs que j'évoquais tout à l'heure, le bâtiment, le transport, les emballages et la façon de faire du digital, l'informatique, la capacité de réduire les choses. Nous avons nous-mêmes, par exemple, pris un engagement de réduire de 30% nos gaz à effet de serre émis à partir des entrepôts. Sur le sujet du transport, une baisse de 20% à l'horizon de 2028. Donc, c'est vraiment des engagements qui sont substantiels et je crois qu'on a beaucoup de leviers sur lesquels agir et sur lesquels j'espère qu'on pourra revenir dans cet échange. Tout à fait, merci beaucoup. On va donner la parole à Serge Auru, vous êtes en ligne avec nous également. Serge Auru, vous êtes environnementaliste, je le rappelle. Est-ce que finalement, de ce qu'on entend, on peut comprendre qu'il y a peut-être un bon et un mauvais numérique, une bonne et une mauvaise technologie? Comment faire le lien avec l'innovation et la protection de l'environnement aujourd'hui? Je reviens sur le titre de notre rencontre ce matin, c'est utiliser la 5G dans l'ascenseur et trier ses ordures. Moi, je crois qu'il faut mettre l'éco-conception dans notre société, l'intégrer dans tout ce que nous faisons. Moi, je suis pour l'éco-conception du numérique. Je suis pour l'éco-conception de tous les emballages en France et dans le monde. Un ingénieur, c'est ingénieux. Donc, il a l'ingéniosité dans son ADN.
Et si on donne des paramètres pour moins impacter sur l'environnement immédiat et lointain, on va trouver. Aujourd'hui, les décisions d'implanter des data centers en France relèvent avant tout de choix politiques, notamment par rapport aux impacts environnementaux. Le stockage des données sont confrontés à des enjeux environnementaux majeurs. Aujourd'hui, le numérique représente 5% de la consommation énergétique mondiale et on dit 20% d'ici 2025. Donc, attention au surdimensionnement de nombreux data centers remplis en moyenne à 30% de leur capacité, mais ils prévoient une croissance constante avec une consommation d'eau galopante. Donc, il faudra bien trouver le meilleur accord possible entre les opérateurs, les collectivités, les différentes institutions pour avoir des data centers qui ne soient pas polluantes et qui ne soient... parce que vous savez très bien que les data centers, on les construit d'une manière exponentielle. C'est très grand, ça consomme de l'eau, ça consomme de l'électricité. Et il y a des solutions. Moi, je connais une entreprise qui s'appelle Immersion 4, qui a été primée, qui est allée à Las Vegas, etc. Immersion 4 a une solution. Ils sont français, c'est un produit français, ils sont empreints d'économie circulaire. Donc, ils arrivent à avoir pas de consommation d'eau, pas de CO2, pas de gaz à effet de serre et une conception intelligente. Donc, je suis pour l'éco-conception du numérique et qu'on s'y mette. C'est ça qui est intéressant. On ne va pas aller sur des consommations exponentielles en énergie ou en eau ou en utilisant des terres. Bien sûr que le numérique est indispensable s'il est écologiquement responsable. On a devant nous un réchauffement climatique qu'on peut appeler maintenant péril climatique. Bon, il faut agir intelligemment. Ça va être passionnant de transformer notre notre économie. C'est passionnant, la recherche, l'ingéniosité des hommes et des femmes. C'est intelligent, la concertation. Donc, je suis pour l'éco-conception de tous les data centers en France. Ça doit être une obligation. Très bien. Mais alors, le fait est que les entreprises sont quand même de plus en plus engagées dans des mouvements à travers les RSE, etc. Du côté d'Altis... Pardonnez-moi. Oui, je suis un homme d'entreprise. Je suis un environnementaliste, mais je suis un homme d'entreprise. Et donc, je sais parfaitement ce que c'est une entreprise. Mais une entreprise, aujourd'hui, elle ne fonctionne pas comme il y a 20 ans. Notre famille ne fonctionne pas aujourd'hui comme il y a 20 ans. Donc, nous marchons encore avec des concepts d'il y a 20 ans. Nous devons maintenant nous transformer. Et le numérique est un vecteur indispensable d'information, de formation, de films porno également, cher Éric Piolle. Moi, je suis pour la transformation du porno aussi, parce que c'est un scandale pédagogique pour nos enfants et de société. Il faudra y revenir un jour très sérieusement sur ce sujet. Voilà, c'est bon, c'est pas exactement le sujet de la table ronde d'aujourd'hui, mais vous avez raison. Ce n'est pas le sujet, mais comme le numérique apporte cela, il faut le dire aussi. Tout à fait. Alain Veil, chez Altis, vous avez lancé un vaste plan de transformation en faveur de l'environnement avec de l'énergie renouvelable, la récupération de chaleur dans les data centers dont on vient de parler, la commercialisation de smartphones éco-conçus. Donc, ça entre tout à fait en résonance avec ce que vient de dire Serge Auru. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce plan, puisque vous êtes une entreprise de technologie, Cette conférence, elle prouve d'abord qu'on n'a pas de désaccords fondamentaux entre nous, parce qu'on a tous envie de préserver la planète qui nous est chère et sur laquelle on vit tous. Donc les entreprises, elles pensent au quotidien, évidemment, au développement de leur activité, mais elles sont sensibles aussi aux sujets environnementaux. Donc effectivement, chez Altis, comme dans beaucoup d'entreprises et comme chez Carrefour, on est évidemment sensible à ces sujets-là. Donc c'est vrai que dès 2021, 50% des émetteurs de 4G et bientôt de 5G seront alimentés par de l'énergie verte. C'est vrai que nous menons des expériences pour effectivement récupérer la chaleur des data centers et chauffer des piscines ou des immeubles. On vient notamment de lancer une expérience à Strasbourg où on va effectivement contribuer à chauffer et une piscine et un ensemble immobilier locatif. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Pour donner un exemple de ce que peut apporter le numérique par rapport, je dirais, à l'ancienne économie. Moi, il y a quelques années, j'étais le propriétaire du quotidien La Tribune. Et quand je suis arrivé dans ce journal, ce qui m'a frappé,
c'est de voir qu'à 23 heures, les imprimeries qui sont très polluantes, une industrie très polluante, se mettaient en route, qu'à minuit, des camions venaient chercher les journaux, les livrer dans toute la France, qu'à midi, 70% des journaux qui avaient été mis en place, et ça reste vrai aujourd'hui pour tous les quotidiens, repartent en camion pour être détruits, alors qu'aujourd'hui, il y a les tablettes qui permettent de lire les journaux avec une consommation d'énergie bien moindre. Et pourtant, d'ailleurs, en France, on continue à subventionner le portage, c'est-à-dire le fait de mettre la main dans la main un journal papier. Donc, voilà comment le numérique peut faire progresser les choses en matière d'environnement. Et c'est vrai que chez nous, on a lancé un plan il y a quelques semaines. Je vous en ai donné quelques exemples de décisions précises qui ont été prises, à la fois sur la partie télécom et à la fois sur la partie média. Alors du côté de Carrefour, justement, Amélie Oueda-Castera, est-ce que vous pouvez nous parler également un peu de ces actions que vous menez où votre situation est un peu différente puisque vous êtes, vous, en train de véritablement vous numériser à toute vitesse. Et en même temps, j'imagine que vous avez cette pression pour ne pas faire n'importe quoi. Non, absolument. Je veux dire, sur le bâti, il y a beaucoup de choses à faire. On sait que quand on construit un entrepôt, il y a des enjeux sur la biodiversité, il y a des enjeux, même j'ai envie de dire, sur la préservation des paysages. On a tous en tête la polémique Amazon sur le centre de tri de Fournes à 5 km du pont du Gard. Donc, on est extrêmement vigilant là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau du bâti. Nous, on a un de nos entrepôts, celui d'Aulnay, qui a un certificat haute qualité environnementale et sur lequel on fait vraiment des choses qui sont très intéressantes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, végétaliser les toitures, récolter les eaux de pluie, mettre en place des panneaux solaires, développer l'usage des aides, travailler aussi sur les fluides réfrigérants. Vous savez que dans des entrepôts e-commerce, dans l'alimentaire, ça c'est une source de consommation importante. Aujourd'hui, on a des mécaniques particulières qui nous permettent, et on est un des seuls en Europe à le faire, à utiliser le CO2 comme un fluide réfrigérant. Sur le transport, on peut faire plein de choses. Aujourd'hui, nous, on est assez en pointe sur l'utilisation du biométhane. Le biométhane, c'est assez formidable. C'est un gaz 100% renouvelable qui est produit à partir des déchets issus de l'industrie agroalimentaire et ménagère. C'est un biogaz, il a des formidables capacités. Aujourd'hui, nous, on veut absolument développer cet usage-là, cette technologie-là dans notre flotte avec l'objectif de baisser de 20% d'ici 2030 nos gaz à effet de serre. Et puis sur l'aspect numérique, il y a aussi plein de choses à faire. Moi, il y a quelque chose auquel je m'intéresse beaucoup et je sais que c'est un élément qui est cher à Alain, c'est la dimension de green coding. Vous savez que dans la manière dont vous concevez le code informatique, l'autonomie que vous pouvez donner à une application, elle peut être de 3 à 11. Vous avez un facteur de l'ordre de 3 à 4 selon la qualité du code que vous mettez en place pour en réduire la facture énergétique. Ça, c'est passionnant pour nos développeurs. Serge le disait tout à l'heure, avoir cette ingéniosité dans la manière dont on produit notre numérique. Moi, je trouve que c'est absolument enthousiasmant. Une fois n'est pas coutume, les Américains nous montrent la voie là-dessus. Il y a des choses formidables qui sont faites par Amazon et par Walmart. Et moi, j'ai envie que l'Europe, et en particulier la France, se distingue parce qu'encore une fois, le e-commerce peut être formidable. Il ne faut pas oublier que le e-commerce, c'est aussi la faculté, au lieu qu'on aille chacun chercher ses petites courses dans l'hypermarché ou le supermarché du coin, d'avoir quelque chose qui mutualise les tournées, mutualiser les infrastructures. Il y a plein de choses à faire et il faut vraiment qu'on ait une approche extrêmement conquérante de ce sujet du e-commerce qui peut être un e-commerce responsable, green. Alors on va demander à nos deux autres intervenants, Serge Auru et Eric Piolle, ce qu'ils pensent de tout cela, toutes ces initiatives. Pour vous, ça peut véritablement changer la donne. C'est du greenwashing, pardon pour Alain Veil et Amélie Oueda-Castera, mais on est obligé de poser cette question aussi. Serge Auru, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'il y a un rapport de l'ADEME en 2009 qui est excellent, écrit par Cécile Diguet et Fanny Lopez,
l'impact social et énergétique des data centers sur les territoires, que vraiment, je convie tous ceux qui nous écoutent à le lire, parce que nous devons inventer je dirais une civilisation numérique qui offre à nos enfants une planète vivante. Donc voilà, c'est une obligation. Et cette obligation, c'est à la fois respecter l'accord de Paris. Je rappelle que nous sommes dans bientôt le 5e anniversaire de l'accord de Paris. Nous espérons que Biden et les USA y reviennent. Il n'y a pas maintenant, nous en France, on peut être parfaitement exemplaire. Je viens de vous parler d'une trouvaille française. Il y a des pépites en France, des startups qui travaillent vraiment magnifiquement, qu'il faut soutenir. Et il faut orienter l'industrie du data center dans, je dirais, dans l'économie du moindre impact sur l'environnement immédiat et lointain. Et je répète, c'est passionnant ce qui nous attend. On ne va pas vivre simplement en robe de bure et en sandalettes, mais nous devons inventer cette civilisation du numérique écologique. On repart à Grenoble. Éric Piolle, qu'est-ce que vous en pensez? Robe de bure et sandalettes ou bien 5G pour tout le monde? Je ne me positionne pas dans ces discours autour des ayatollahs, des amish, de machin. Je pense que c'est une évolution du discours. Vous savez, pendant longtemps, on a dit que les écologistes étaient utopistes. Et maintenant qu'ils peuvent prendre le pouvoir, qu'ils ont montré à Grenoble en 2014 et ailleurs qu'ils pouvaient prendre le pouvoir, on ne dit plus que c'est des utopistes, c'est des amish et des ayatollahs. Je me rappelle d'un dessin que le Canard enchaîné a republié, un dessin de Cabu de 86, avec quelqu'un de très sérieux qui passe avec des dossiers sous le bras et qui croise un écolo qui dit non mais vos histoires de planète là on s'en fout, et puis il repasse 20 ans plus tard avec des dossiers d'écolo sous le bras, dit non mais c'est trop important pour vous laisser vous en occuper, donc on s'en fout aussi. Donc ce qui m'intéresse moi, c'est peut-être pour remettre un petit bémol par rapport à ce que disait Madame Oudéa par rapport à la mutualisation, il ne faut pas oublier que quand nous achetons quelque chose, on ne cherche pas que à satisfaire un besoin, mais on cherche à rentrer en contact. Ce que je fais quand je fais un acte d'achat, en fait, c'est que je rencontre quelqu'un qui a mis de l'intelligence, du temps et des moyens capitalisés, et que finalement, c'est ça qui vient nourrir mon rapport à la communauté, qui vient nourrir, lui, son utilité sociale, hein, parce qu'il me produit un bien ou un service. Et donc, le but n'est pas d'avoir, hein, quand on discute de la Smart City, nous on se décale souvent du discours mainstream. Le but n'est pas d'avoir dans nos villes des petits bonhommes qui seraient en fait des pions d'une usine dont il faudrait optimiser tous les déplacements. Le but, c'est bien de faire des communautés humaines. Et donc, c'est sûr que mon approche, moi, par rapport à Amazon ou Carrefour, va être assez radicalement différente. Parce que ce que je cherche, c'est me dire quelle est l'organisation, où c'est que je peux trouver quelque chose dans lequel je vais faire cette rencontre. Et là où je vais être naturellement plutôt favorable à des entreprises géantes pour produire des choses. Ah, on ne vous entend plus. On a perdu le son d'Éric Piolle. Je ne sais pas si ça vient de Grenoble ou de chez nous ici. Non, c'est marqué quelqu'un a désactivé votre son, donc je l'ai remis. Ah ben voilà, très bien. Là, vous êtes de retour. Ok. Je perdais le fil de ce que je disais du coup. C'est que, oui, évidemment, si moi, aller acheter mes fruits et légumes à Carrefour ou mes outils de bricolage à Carrefour, ou me les faire livrer depuis Carrefour, en fait, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est, je veux dire, évidemment, si je dois aller me procurer quelque chose loin, ça veut dire que ça a du sens que j'aille le faire loin, ça veut dire que la personne chez qui je vais le faire a une spécificité que je n'ai pas. Mais qu'on échange nos tomates ou nos cochons entre la France et l'Espagne, en fait, ça n'a pas de sens. Ce rapport au territoire est extrêmement important pour moi. Et donc, dans l'organisation du commerce, ce qui est différent des entreprises de réseau, hein. Les entreprises de réseau, par définition, elles vont chercher de la grande taille. Et donc, il y a une logique, que ce soit pour la poste, pour des médias, etc. On va chercher de la grande taille. Mais pour le reste, notre rapport au territoire est extrêmement important. Et donc, pour le commerce, je serais toujours plus favorable, et d'ailleurs en termes de rapports sociaux, d'intérêts, de répartition de la valeur créée entre le carbone, le capital et le travail, je
serait toujours plus favorable à du commerce de proximité qu'à des grandes structures, quand bien même elles développeraient des trucs super intelligents pour réduire leur empreinte carbone. Mmh. Très bien, merci. Il nous reste quelques minutes pour cette table ronde. Oui, Amélie, vous vouliez intervenir ? Peut-être une réaction sur ce point. Moi, simplement, ce que je voudrais souligner, c'est que le numérique, parfois, permet ces solidarités avec le local. Je pense à ce qui est fait en ce moment, par exemple, sur notre marketplace alimentaire, que nous avons ouvert gratuitement à l'ensemble des artisans, des PME, des TPE, pour leur permettre de conserver un accès à la clientèle dans le contexte sanitaire qu'on connaît, en leur donnant gratuitement accès à un trafic d'à peu près 15 millions de visiteurs chaque mois. Je pense que le numérique est aussi le moyen d'inventer ces nouvelles solidarités et de contribuer à une organisation de la vie économique plus smart. Oui, ça peut, mais il n'empêche que moi, quand je vois le chiffre d'affaires de Carrefour monter de 10% pendant le confinement, en fait, ça me déprime. L'alimentation, je pense que c'est quelque chose qui peut être en lien avec le territoire et nous devons cultiver des dimensions de solidarité territoriale, de production, de consommation de saison, de réduction de notre On se production bat de viande, beaucoup pour etc. ça. Voilà. On se bat beaucoup pour le local et la consommation. Honnêtement, il suffit de regarder le ratio entre les emplois et les chiffres d'affaires à Carrefour et dans les commerces de proximité pour voir que là, on aura un problème structurel. Et je comprends que vous défendiez votre modèle, puisque vous travaillez pour une entreprise géante, mais dans la partie alimentation, je vais plutôt favoriser évidemment du maillage territorial de petite taille. Ce ne sera pas vrai pour tout. Pour la microélectronique, évidemment, il va rester 1 ou 2 acteurs européens, donc il nous faut des géants de la microélectronique. Après, on se bat nous-mêmes beaucoup pour le local, en faisant en sorte qu'on prenne du bio français et que ce local il se renforce pour vraiment aider les circuits locaux. Très bien. On a bien compris vos points de vue. La réalité aussi, c'est que peut-être qu'il y a de la place pour les deux, pour tout. On le voit bien même avec la crise sanitaire actuelle où finalement, on a encore besoin d'aller dans les petits commerces, et puis on le voyait déjà avant, pour de la qualité, certains produits, etc. Et puis on est bien content aussi d'avoir les grands distributeurs qui nous livrent à la maison pour le tout venant, etc. Peut-être une dernière question justement à propos de la crise sanitaire. Alain Weill, vous pensez que ça fait prendre conscience de certaines choses, que ça a accéléré certaines transformations ? Je crois que la crise sanitaire, ça a imposé une accélération de la transformation numérique. C'est-à-dire du jour au lendemain, on a fait ce qu'on avait prévu de faire dans 10 ans. Moi, je suis souvent sur le terrain pour SFR pour aller présenter le déploiement de la fibre qu'on opère sur tous les territoires et en Isère aussi. Et il y a quelques mois, quand j'arrivais devant des élus, je leur disais, avec la fibre, et je partage le point de vue du maire de Grenoble, Monsieur Piolle, la fibre doit arriver très vite partout, parce que c'est effectivement un enjeu de fracture territoriale, et la fibre va faire progresser les choses considérablement. Mais il y a quelques mois, je disais, bientôt, avec la fibre, on aura l'école connectée, la médecine connectée, le télétravail qui va permettre de revoir l'aménagement du territoire, de permettre à des gens de choisir leur lieu de vie à côté de leur lieu de travail sans aller obligatoirement dans une grosse agglomération. Et puis finalement, du jour au lendemain, tout ça s'est imposé. Et je crois que ça va nous faire un bond considérable, y compris pour le petit commerce. Parce que moi, je partage la vision de l'importance du commerce de proximité, comme les grandes surfaces ou les grands acteurs du e-commerce sont importants. Mais moi, je vois qu'avec le numérique, le petit commerce est en train de connaître une révolution et d'avoir des moyens qui sont comparables, technologiquement en tout cas, à ceux des grands acteurs. En ce moment, dans mon quartier, tous les commerçants se sont mis au numérique. Donc, mon boucher, maintenant, je peux lui commander ma commande et je vais la chercher et je discute avec lui. Et le chiffre d'affaires de mon boucher, pendant le confinement, il a progressé beaucoup plus que celui de Carrefour. Il m'a dit que c'était Noël tous les jours au mois de mars, mon boucher. Et le restaurant de mon quartier, je vais maintenant, non seulement je vais toujours chez lui, mais de temps en temps, je lui commande le dîner et je le prends chez moi, mais je vais le chercher chez lui. Donc, pour les commerçants, je regardais l'autre jour un reportage à Moulins. Tous les commerçants se sont mis au numérique. Ils font des visios en direct où ils écoulent leur stock pour tous les habitants de Moulins en direct sur Facebook. Ils font du live avec des résultats incroyables. Donc, il faut être optimiste. Dans tout progrès, il y a des risques. Monsieur Piolle les a décrits assez justement. Mais il y a aussi des opportunités. Et moi, je crois qu'il y a plus d'opportunités avec le progrès que de risques.
Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Alain Veil. Merci à tous, Alain Veil, Éric Piolle, Amélie Oudéa-Castéra et Serge Auru d'avoir participé à distance donc à cette première table ronde. On va marquer une courte pause et puis dans quelques instants, on va continuer avec une séquence qui va nous emmener loin, très loin, dans le futur, peut-être dans l'espace aussi un peu, avec Bertrand Piccard qui va nous rejoindre. Voilà, on fait un petit break et on se retrouve tout à l'heure.